Merci beaucoup, Maxime, pour cette présentation généreuse, presque une nécrologie. Merci, non, merci, Maxime. Merci à vous de m'accueillir aujourd'hui. Oui, je voudrais essayer de vous parler du frontispice. Alors, pour parler du frontispice, il faut que je vous montre des frontispices. Donc, je vais me permettre de partager avec vous le PowerPoint. Voilà. Est-ce que vous l'avez en pleine page, en plein écran? Oui. Et d'autre part, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Donc, je souhaiterais aborder le livre illustré au XVIIe siècle par son entrée principale, le titre frontispice, qui, comme vous le savez, au début de certaines éditions de cette époque, orne d'une image l'énoncé du titre. Je trop vite, je suis allé trop vite. Voilà. Cette page liminaire, donc, qui mêle, comme vous le voyez, visible et lisible, a connu d'innombrables agencements. J'essaierai de dégager quelques-uns des grands schèmes qui structurent les variations et les transformations plastiques de la page de titre frontispice. Cette page me servira donc en quelque sorte de page témoin pour décrire la scénographie ou les scénographies du livre illustré d'Ancien Régime, c'est-à-dire leur mise en scène éditoriale, graphique et sémantique. Par l'observation de ces mutations, ce lieu stratégique du livre, qu'est le frontispice, me permettra de rendre compte des différents régimes de visibilité qui ont pu affecter et déterminer l'illustration ancienne. Par la notion de régime de visibilité, je voudrais entendre une certaine construction sociale du visible, les accents mis à une époque sur telle ou telle de ses modalités d'exploitation. Un régime de visibilité se traduit en termes de cadrage, de lumière, de traits, de lignes, de surface et de plan, de transparence et d'opacité, etc. Mais surtout, un régime de visibilité détermine un imaginaire à travers lequel se pense et se rêve une période historique. Mais avant d'observer les métamorphoses du titre frontispice à l'âge classique, sans doute n'est-il pas tout à fait inutile de revenir sur ce qu'est un frontispice et sur ses fonctions. L'édition ancienne ignore en grande partie les virtualités graphiques et surtout informationnelles de la couverture, à l'exception de la tranche, qui permet le repérage et le catalogage dans la bibliothèque. L'espace offert par la reliure ne sert pas à afficher le livre. La couverture protège, elle orne, mais elle reste largement muette. Sa qualité, le soin qu'on lui apporte sont certes des indices de la destination des ouvrages, du public que vise le libraire. Cependant, pour l'édition d'Ancien Régime, la couverture n'a pas l'importance qu'elle connaîtra ensuite. Elle n'est pas encore ce premier seuil, immédiatement visible, déjà accaparé par l'écriture, cet espace d'appel qui donne aujourd'hui son nom au livre, fait reconnaître l'éditeur et bien entendu nomme l'auteur, quelquefois en l'accompagnant de son portrait photographique. Sous l'Ancien Régime, la carte d'identité du livre n'est pas immédiatement visible. Pour l'atteindre, il convient d'abord d'ouvrir l'ouvrage à sa page de titre, disposée en bordure interne. C'est à cette page que l'édition ancienne confie le soin de rassembler les informations réservées à l'identification du livre. Alors, je peux vous montrer quelques... Voilà. Alors, la souris est sensible. La page de titre est une enseigne, hein, elle fournit dans un ensemble composé, unifié, le nom de l'auteur, le titre, l'adresse du libraire, la date de la publication. S'y ajoutent éventuellement des données plus secondaires, comme par exemple le signalement des gravures. La page de titre accueille donc les premiers signes d'écriture prétextuels dévolus principalement à la production de l'ouvrage. Instance auctoriale, instances éditoriales y sont nommées, datées, localisées. Historiquement, il revient au XVIe siècle d'avoir inventé cette page de titre. Et c'est à cette même période qu'on décide d'embellir ce type d'ornement avec des images. Ainsi, on a pu concevoir la page de titre illustrée, hein, que vous allez voir maintenant. Des exemples. Le premier XVIIe siècle poursuit l'élaboration de ce portrait du livre, jusqu'à diviser parfois ses fonctions. C'est ainsi que peuvent se détacher d'un côté le frontispice, réservé à la vitrine visuelle,
et de l'autre, les pages de titre et de faux titres, comme ici, selon un ordre variable, page de titre, puis frontispice, puis page de titre, etc. Dans l'espace du livre, à partir du XVIIe siècle, deux lieux sont dès lors susceptibles de s'additionner, éventuellement de se faire concurrence. L'un rassemble les éléments factuels de la publication, donc la page de titre, tandis que l'autre traduit l'esprit du texte, sa figuration, c'est le frontispice, à travers une gravure synthétique et significative. Deux types de frontispice coexistent finalement à cette période. Le frontispice indépendant, qui accorde toute sa place à l'image, c'est presque le cas du frontispice de droite dans le diaporama, donc une image désormais autonomisée. Le titre frontispice, qui est sans doute le plus fréquent, agence quant à lui encore du visible et du lisible, selon des rapports, des proportions et des combinaisons modulables. Je dirais que la page de titre ornée ou la page de titre frontispice relève davantage du dispositif, en ce que cette page concilie stratégiquement des éléments hétérogènes qui sont empruntés aux différentes modalités du graphein, c'est-à-dire donc de l'écriture et du dessin. L'image combinée au titre offre un arrêt avant que le lecteur ne se lance dans sa lecture. Le lecteur peut évidemment passer cette page, mais s'il s'y arrête, ce à quoi l'invite la richesse très ostentatoire souvent de ses compositions, le lecteur est confronté donc à un dispositif multiple, pluridimensionnel, pluridirectionnel. Dans la page de titre, les noms de l'auteur, du libraire, la précision du lieu d'édition, la date relèvent de simples informations. Et dans cette page de titre, finalement, seul le titre engage le déchiffrement, engage un premier acte de lecture et peut-être sollicite la rêverie. Associé à l'image, le titre frontispice accentue quant à lui parfaitement la quête du sens et de plusieurs façons. Le titre frontispice prend résolument le parti de la signification au-delà de l'information que fournit la page de titre. La composante iconique n'est en effet pas uniquement ajoutée aux renseignements éditoriaux. Il y a un dialogue entre les éléments. La composante iconique complète les informations fournies par les éléments d'écriture, parfois rivalité ou tension entre les deux médiums. Par son agencement donc d'écriture et d'image, allant de la simple juxtaposition jusqu'à d'étroites intrications, le titre frontispice articule deux systèmes sémiotiques. Il soumet alors d'emblée le lecteur à un mode spécifique de contemplation et de déchiffrement, de délectation visuelle et de connaissance. Mais à quoi sert exactement le titre frontispice? Comme tout seuil, le frontispice remplit un certain nombre de fonctions stratégiques ou, disons-le de manière plus dynamique, il procède à des opérations, à de multiples opérations que je vais rapidement lister avant de les commenter. Plusieurs fonctions institutionnelles, ou en tout cas attendues, régissent le titre frontispice. J'en retiendrai 6 principalement. La toute première fonction est identificatoire, on pourrait presque dire publicitaire. Elle livre des informations sur le livre qui concernent le titre, donc parfois aussi le nom de l'auteur, du libraire, etc. Cette manière de présenter le texte en l'identifiant bénéficie là d'une mise en scène particulière dans le frontispice, une mise en scène monstrative. Ainsi, donc, dans l'image, le titre peut bénéficier d'un soulignement interne visuel. Alors, c'est le cas, par exemple, dans ce frontispice de Claude Mellan, frontispice dans lequel vous voyez Minerve qui accompagne le Petit Prince, dans lequel on reconnaîtra le lecteur qui est attendu de ce livre, c'est-à-dire en fait le jeune Louis XIII. Et la déesse, ici, désigne une stèle, presque une sorte d'autel, où est gravé le titre. De son doigt donc, Minerve marque l'importance du livre minéralisé, monumentalisé. Et je crois que déjà, par ce geste d'accompagnement, elle est en train de commencer son enseignement. Cette première fonction identificatoire est complétée dans le frontispice par une autre fonction qu'on pourrait dire légitimante. Le titre frontispice contribue en effet à fonder l'autorité du livre, l'autorité du texte. J'y reviendrai tout à l'heure.
Une troisième fonction, appelons-la si vous le voulez bien codifiante, consiste quant à elle à présenter la nature, le genre ou encore le style du texte devenu livre. Cette fonction est connexe à la fonction lectoriale, quatrième fonction, qui définit la manière dont le livre entend faire lire le texte. Cette quatrième fonction coordonne des enjeux de signification et des enjeux de réception. Quel modèle de lecteur construit le frontispice? Qu'attend-il de lui? Comme l'incipit dans un roman, je dirais que le frontispice offre un mode d'emploi du livre. Enfin, cinquièmement, le frontispice est l'occasion de synthétiser dans une espèce de sommaire visuel les thèmes, les arguments, les visées du texte. Cette fonction de thématisation est en lien direct avec le contenu, évidemment, le contenu du texte. J'ajouterai enfin que l'efficacité de ces 5 fonctions repose sur une 6e fonction que l'on nommera séductive. L'art du frontispice étant en effet de rendre attractif le livre, de donner envie au lecteur d'engager sa lecture. Les ressources de la typographie, le charme de l'image sous-tendent cette stratégie ornementale et performative. En premier lieu donc, le frontispice ouvre à l'existence du livre. Que sous l'Ancien Régime, autant de soins soient accordés à l'appareil ou à l'habillage péritextuel, donc page de titre ornée, frontispice, etc., tout cela vient de ce que l'enjeu est bien d'établir le livre comme un livre. À la lisière de l'ouvrage, plus que tout autre élément du péritexte, le titre frontispice coordonne la double nature du livre comme objet, comme bien culturel, et comme œuvre, comme espace textuel. Le titre frontispice assume donc une fonction d'instauration du livre. Il ne se contente pas de fournir les indications nécessaires pour le nommer et pour le situer. L'apport de l'image prouve la volonté des libraires de monumentaliser le livre, c'est ce qu'on voit ici à travers ce frontispice de Claude Mellan, de le rendre visible littéralement et symboliquement. Le titre frontispice baptise et singularise l'œuvre, il intensifie la présence du livre, il le fait reconnaître. Parmi les informations essentielles, le nom de l'auteur possède à l'évidence un statut particulier. Le XVIIe siècle le développe également en images, sous la forme du portrait, de plus en plus souvent présent dans les livres. Mais déjà, au sein du frontispice, il n'est pas rare que la figure de l'auteur soit célébrée. Alors on peut penser à la fameuse composition monumentale de l'édition Buon pour les œuvres de Ronsard parues en 1609. Voici ce frontispice. Et vous voyez que exactement au frontispice du portique, c'est-à-dire au sommet architectural du portique, apparaît le buste panthéonisé de Ronsard qui présente son plus majestueux profil. Ronsard trône au-dessus de l'espace visuel, tout près du ciel. Les parrains de littérature du poète sont assis de chaque côté de cette scène. Homère et Virgile décernent au buste de Ronsard 2 couronnes de laurier dont les guirlandes tressées sont suspendues en l'air comme une double auréole. L'auteur, ou plutôt son corps mystique, consacré, surplombe l'ouvrage de même qu'il domine son œuvre. Ou, selon une autre lecture de l'édifice, l'œuvre hausse ce corps mystique comme un formidable piédestal. Le frontispice est donc l'un des lieux privilégiés avec le portrait pour introduire et fixer l'énonciation octoriale. Afin de marquer plus encore cet enjeu symbolique, l'édition d'Ancien Régime n'hésite pas à puiser dans le répertoire des allégories. Grâce à ce répertoire, l'édition métaphorise l'origine de l'écriture, elle réaffirme la sacralité du livre et de l'auteur, et peut-être à travers le livre et l'auteur, la littérature elle-même, qui est en train de se constituer. Voilà pourquoi les frontispices d'Ancien Régime sont peuplés d'innombrables muses, Apollon, Mercure et Minerve, comme on a vu tout à l'heure. Ces figures dominent les entrées architecturées des livres, elles logent dans des niches, dans des portiques, au fronton des temples. Quelquefois même, elles s'animent dans des scènes, donc elles couronnent l'auteur, elles accompagnent la réception de l'écriture, elles sanctifient le livre. Je peux prendre 2 exemples de frontispices ou titres frontispices empruntés à François Chauveau. Voici le premier, ornant une traduction des histoires d'Hérodote. Vous voyez
un Apollon. Alors, est-ce que c'est non? C'est pas celui-là. Je suis allé trop vite. Voilà, les histoires d'Hérodote, c'est celui-ci. Un Apollon à la lyre, donc apparaît ici, assis sur le Parnasse, qui surplombe un groupe de muses. Plusieurs de ces muses tendent une draperie et dans cette draperie, on peut lire le titre. Bien sûr, le format un peu vertical et en hauteur de l'image, favorisant ce type de mise en scène. Autre exemple, que vous avez vu passer tout à l'heure, une traduction de Catulle, Tibulle et Properce, par Michel de Marolles. Chauveau dispose 3 poètes, tous couronnés de lauriers. Ils sont occupés à écrire au bord d'une rivière, Hippocrène peut-être, qui les inspire et qui métaphorise le flux de l'écriture. Les muses observent ce cercle poétique en spectatrices, peut-être en juges, pendant que Pégase, que vous voyez à gauche, en haut, se tient à la source de l'eau qu'il fait jaillir. Et puis 3 cygnes, qui sont les doubles ailés du poète, ou des poètes, tiennent dans leur bec le titre. Outre le nom de l'auteur, l'autre élément d'identification est bien entendu le titre, qui, parmi les informations éditoriales, est le vrai noyau du sens. Par rapport à lui, l'image remplit un rôle d'amplification visuelle et sémantique. Voici un frontispice bien connu, c'est la première édition des Maximes de La Rochefoucauld, 1665, qui scinde, comme vous le voyez, apparemment le frontispice et la page de titre en 2 pages qui sont mises en regard. Mais le frontispice, en fait, ou la double page, est extraordinairement complexe. Quand on regarde le frontispice, donc l'image de gauche, quels sont les acteurs de la scène? Eh bien, un petit ange, un poutot, au regard rieur, qui est identifié dans l'image comme l'amour de la vertu. Et on le voit commettre un signe irrévérencieux en direction du buste austère de Sénèque, dont il moque l'air un peu chagrin. Mais son geste d'un même mouvement semble se prolonger vers le titre du livre, vers la page de titre. À partir de l'image où il est présenté, le poutot paraît indiquer les lettres capitales du titre. Donc le montage des 2 pages en vis-à-vis permet au petit personnage facétieux de jouer avec la fonction de frontispice. Son geste ne porte pas seulement contre Sénèque, l'adversaire moral dont il faut démasquer la mauvaise humeur, ou il faut au contraire masquer la mauvaise humeur, hein, oui, il tient un petit masque aussi, mais le geste du poutot porte contre l'œuvre elle-même, contre le titre. Parce qu'en réalité, ce poutot invite à aborder le texte avec une espèce d'ironie salutaire et enjouée, à ne peut-être pas trop prendre au sérieux notre lecture. Avec un tel dispositif, le texte de La Rochefoucauld commence en fait dès ce diptyque, frontispice, titre. Et surtout, ce qui est défini, c'est une certaine manière de lire. Donc la réflexion, et d'ailleurs cette réflexion est mise au pluriel, réflexion morale sous l'image du frontispice, donc à gauche, la réflexion que promet au pluriel le frontispice trouve dès l'ouverture du livre sa première occurrence et déjà son principe. Le paratexte, frontispice-titre, fixe le modèle de cette réflexion ou de ces réflexions, c'est-à-dire à travers ce jeu de miroir, une réflexion portée par les images et par le texte sur le livre lui-même. Cette fonction d'instauration du livre frontispice est, vous le constatez, nettement combinée à la fonction lectoriale. Ailleurs, la fonction codifiante peut apparaître avec plus de netteté. Alors, c'est le cas ici. C'est une composition pour les comédies de Terence, parue en 1642, composition d'Abraham Boss, qui multiplie des effets d'architecture. La page est une sorte de tableau, une stèle, un bas-relief, on ne sait pas très bien. Mais surtout des masques ornent tout le pourtour du cadre. Ils offrent en réalité toute la gamme d'expressivité du comédien. Et sous le titre gravé, 4 angelots s'amusent avec le grand masque de Pan. L'un lui passe le nez, et au milieu du décor, les enfants arrachent le titre à sa solennité monumentale. Vous voyez qu'ils le théâtralisent. Ils transforment le titre minéral en une petite scène. Et même un des enfants accomplit un impressionnant tour de force, puisque comme s'il s'agissait d'un rideau de scène, il soulève le pli sculpté qui imite en trompe-l'œil la gravure. Ainsi, le petit personnage prépare l'entrée dans le théâtre du livre. Le dispositif conçu pour l'ouvrage de La Rochefoucauld déterminait précisément le lecteur modèle qu'il
définissait ce qui était attendu de lui pour qu'il lise bien. Le frontispice des comédies, de son côté, précise la nature du texte qui va être lu. Reste au frontispice à dresser le paysage du livre, à thématiser ce qu'il contient, bref, à fournir son sommaire. L'image du frontispice, comme celle du titre frontispice, cherche souvent à reformuler ou à traduire au moyen du dessin ce que le lecteur découvrira dans le livre. Elle est un échantillon en même temps qu'une sorte de vitrine. La figure qui est choisie offre une vision synthétique de l'ouvrage, donc à la fois un sommaire et un programme. Une vision ou une perspective, capable par sa densité sémantique de représenter le livre. C'est-à-dire que, à voir la figure du frontispice, le lecteur doit pouvoir se faire une idée visible de ce qu'il va lire. Voici un frontispice célèbre, c'est pour la publication du Don Juan en 1682. Le frontispice est l'œuvre de Pierre Brissard, qui a retenu la scène 8 de l'acte 4. Scène pivot au cours de laquelle la statue rejoint Don Juan pour dîner. Vous voyez qu'ici, le sous-titre, le festin de Pierre, a été préféré au titre pour composer ce frontispice. Il faut dire que ce sous-titre légende beaucoup mieux la figure, avec beaucoup plus de précision. Et d'ailleurs, un peu à la manière d'une inscription, justement gravée, une inscription gravée sur la pierre. Car c'est l'énigmatique festin de Pierre qu'explicite ici l'image. C'est un faux festin, avec l'homme de pierre qui vient interrompre le vrai repas, le véritable repas, dont les plats viennent d'être servis. La statue du commandeur ici, centrale, domine l'image, qui découpe la statue dans l'encadrement de la porte du décor. La statue est encore éclairée par le lustre, suspendu tout en haut, un peu à l'instar d'une lumière divine. Son regard est relativement inexpressif, il renforce la souveraineté de ce personnage hiératique, solennel, inébranlable. Il soumet les protagonistes à sa troublante réalité, tout à fait dépouillée et spectaculaire. La statue est l'image manifeste du Deus ex machina, qui prépare ici le jugement final, si on reste sur le plan thématique, qui prépare l'avalage de Don Juan dans la bouche d'enfer. Cette silhouette se confond d'autre part avec les statues romaines de Louis XIV. Effectivement, muni de son bâton de commandeur, comparable à un sceptre, la statue endosse l'autorité royale. Donc, vous voyez qu'ici, par toute une série de détails qu'on pourrait encore commenter, il s'agit pour l'image de présenter la scène la plus symboliquement dense et ainsi de résumer à travers cette figuration l'ensemble en réalité du livre. Il s'agit à la fois de traduire dans la pièce l'endroit le plus stratégique de cette pièce et de choisir dans cet endroit stratégique le plus grand potentiel de figuration. J'ajouterais que dans le cas plus spécifique de l'édition illustrée, c'est-à-dire quand une édition produit ou présente un certain nombre d'images, une série iconographique, à ce moment-là, le titre frontispice possède une fonction matricielle. Ça pourrait être la 7e fonction à ajouter aux 6 fonctions que j'ai déjà données. Pourquoi fonction matricielle? Parce que le frontispice est la première image de la série iconographique que l'édition va ensuite présenter. Et à ce titre, on pourrait donc dire que le frontispice constitue la table visuelle des autres images qui vont ensuite intervenir au fur et à mesure de l'édition. Et puis, j'ajouterais que le frontispice rappelle aussi que toute lecture est à même d'engager des images. La présence du visuel, la présence de l'image, témoigne en fait que lire entraîne spontanément une activité imageante, une activité imaginative. Donc vous voyez que la gravure du frontispice n'intervient pas uniquement pour rendre attractive la lecture, mieux encore pour thématiser cette lecture. En fait, elle met au jour très profondément le pouvoir imageant du texte, de tout texte. Pour le titre orné, pour le frontispice, toute œuvre fait image, toute œuvre sollicite chez le lecteur les virtualités de la figuration intérieure que l'image concrète, que nous avons maintenant sous les yeux, relaie et à laquelle elle donne forme. Le titre gravé de la première partie de l'Astrée en 1612, chez Toussaint Dubray, fournit une illustration de cette 8e fonction, si on veut, la fonction imageante.
Il va même plus loin en suggérant que le texte advient de l'image elle-même, que le roman de Durfé actualise le potentiel d'image contenu dans ce frontispice. Sur cette page, en effet, sont introduits les deux principaux personnages du roman, Céladon et Astrée. Et vous voyez que le dessinateur les a répartis de part et d'autre du titre. Ils sont incrustés, le titre incrusté en médaillon, et les personnages sont placés des deux côtés du portique. Le monument donc où les personnages se tiennent ressemble à un portique ou à un retable, mais les deux amants ne sont pas exactement intégrés dans cette architecture. Ils s'en détachent un tout petit peu au moyen du piédestal. L'image se divise alors en deux scènes latérales. Et dans la partie supérieure sont accumulés, vous les apercevez peut-être, des emblèmes. Ils participent à la scène en lui conférant donc un aspect résolument allégorique. Car de son doigt levé, Céladon désigne des petits signes qui sont des flammes. Tandis qu'au-dessus d'Astrée, on aperçoit des petits cœurs qui tombent. En fait, la gravure rassemble, je dirais, le matériau du récit à venir. Elle caractérise cette image, Céladon et Astrée, en fonction de leurs attributs, les flammes et les cœurs. Et puis, elle installe les personnages dans une espèce de mouvement à peine débuté, comme si les éléments du frontispice donc étaient mis à la disposition du texte, comme s'ils faisaient signe en direction du texte, qui va ensuite les actualiser. Le roman va ensuite déployer ce qui figure, cette petite réserve de signes qui figure dans le frontispice, et en particulier ce que le roman va déployer et tenter d'actualiser, c'est la rencontre d'Astrée et Céladon, qui sont dès le frontispice en réalité déjà séparés. Ce frontispice donc est à la fois un exemple d'image que le roman produit, activité imageante, mais c'est aussi une image qui en quelque sorte produit le roman, et dans laquelle, comme un stock, le roman va pouvoir puiser. Alors, ce que je voudrais examiner maintenant dans cette seconde partie, ce sont les configurations plastiques du frontispice. Comment le frontispice a-t-il été construit? Quelle est sa composition? Alors, sur la période, c'est incontestablement affirmé, on l'a vu à plusieurs reprises dans les images que je vous ai présentées, une dominante architecturale. Et cette dominante est à rapporter à l'étymologie du terme frontispice. Je vous rappelle que la première acception de frontispice est, selon Furetière, je cite, « la face et principale entrée d'un grand bâtiment qui se présente de front aux yeux des spectateurs ». Le modèle architectural, imité par le titre frontispice, est directement l'expression de la monumentalisation du livre, du sentiment de spectacularité recherché pour capter l'intérêt du lecteur. La configuration du bâtiment aide idéalement à ordonnancer l'espace de la page, à structurer rhétoriquement cette page, et puis aussi à l'esthétiser. D'où des entrées de mausolées, de temples, avec des colonnes, des portiques, des arcs de triomphe. Le frontispice d'Ancien Régime sacralise le livre, consacre le texte. Voici un bon exemple, je crois. Dans ce frontispice emblématique, le titre est encadré par les colonnes du portique corinthien, au fronton, sculpté dans la pierre, une Bible ouverte, au-dessus de laquelle plane la colombe du Saint-Esprit. Sur les piédestaux, les tableaux livrent deux scènes pourvues de devises. À droite, un rocher au milieu des flots et le présentoir d'un livre. Vous l'apercevez peut-être à peine, mais il est bien là. Et sur ce livre est précisément gravé « Manette », c'est-à-dire « il demeure ». Les monuments antiques, mais aussi les retables d'église, ont donc fourni les principales formes symboliques dans lesquelles se sont moulés les titres frontispices des livres au XVIIe siècle. Mais l'évolution des techniques a entraîné aussi la transformation de ce patron graphique. D'une part, la gravure au burin a encouragé l'extrême finesse des détails et amélioré le rendu des traits. Et elle a de plus permis d'augmenter les signes présents sur la scène. Elle a encore rendu possible la démultiplication des plans pour mieux souligner les reliefs, les modelés, les étagements de la perspective. Dans ces conditions, le frontispice n'a plus simplement été une structure de réception prévue pour hiérarchiser les éléments de l'œuvre, les éléments programmatiques de l'œuvre. Le frontispice s'est abondamment peuplé de figures et de détails. Il a brouillé, déplacé ses propres lignes
pour étendre ses capacités de représentation, pour fluidifier la circulation de ses motifs. Donc je dirais qu'on est passé d'une logique de classement et d'exposition à une logique de continuité et d'amplification. De moins en moins frontale, la page de frontispice a gagné en profondeur. Dans les frontispices rhétoriques, le bâtiment ou le monument se concentrait sur le titre qu'il devait mettre en valeur. Hein. Vous avez un très bon exemple encore dans cette image que je laisse. Les informations d'identification du livre remplissaient alors très souvent la case laissée vide au centre de l'architecture. Et dans ce rectangle particulièrement visible, le livre était donc réduit à sa surface. Il était serti dans un décor à compartiments. Il était inscrit. Or, de plus en plus, le rectangle du titre s'enfonce un peu comme dans une niche. L'impression de profondeur est évidemment un peu relative. Le trompe-l'œil sert toujours une intention de désignation et de mise en relief, mais quand même, au fil du siècle, le plan unifié du frontispice se décompose. Le fond de page gagne en animation, en volume, il se stratifie. Et en particulier, l'introduction massive de la perspective modifie les coordonnées de la représentation et renforce en fait cette sensation que la lecture peut être une plongée dans un espace. Alors, je vais vous montrer un exemple, je crois, assez parlant, qui est le titre frontispice que vous voyez à gauche, hein, celui de 1612 et celui de 1633 de Pierre Daret, hein, les deux frontispices que vous avez ensemble en comparaison. Le premier titre frontispice, je vous l'ai montré tout à l'heure et je l'ai commenté, et vous voyez qu'ici, le système du compartiment, le système architecturé, est remplacé. Il est remplacé par un paysage. Nous retrouvons les mêmes personnages, et d'ailleurs nous les retrouvons répartis de la même manière. Ils encadrent encore une fois un centre, mais au lieu d'encadrer un centre architecturé, ils encadrent une espèce de tableau dont les bords sont devenus flous. Les corps des héros, les corps des personnages n'imposent plus de limites franches, comme dans les versions antérieures du frontispice. Ils ont en quelque sorte, je dirais, basculé dans le décor, un décor qui n'est plus un fond de scène. Il y a là un déploiement du paysage qui est en particulier souligné par la sinuosité du lignon qu'on aperçoit au centre de l'image, qui vient à la rencontre de notre regard et qui serpente à travers la campagne vallonnée. Alors, pardon. Donc là, il y avait d'autres exemples que je pouvais vous montrer. Peut-être je peux m'arrêter à cet exemple de l'Ariane de Desmarais de Saint-Sorlin, qui est de la composition de Claude Vignon et Abraham Bosse, conçoivent un magnifique titre illustré, travaillé à partir d'un épisode du roman, où on voit Ariane tenir par l'abri d'un cheval, un cheval offert à Mélinthe, peu importe. Ce qui compte, c'est que la scène est prélevée au récit. Alors bien sûr, le frontispice garde une espèce d'organisation un peu centralisée, mais l'entrée que vous apercevez derrière, sur le mode du portique, donc entrée ouverte sur un fond, cette entrée précisément, elle est ouverte, contrairement au portique que je vous ai montré tout à l'heure. Il s'agit d'inventer là une profondeur d'espace, et puis surtout de faire passer une scène du roman au premier plan, à la place du monument. La fiction, là, l'emporte dans le frontispice, et je dirais que d'une certaine façon, ce frontispice devient un épisode du roman, il est fictionnalisé. Vous observerez d'ailleurs que le titre de l'ouvrage, l'Ariane, apparaît de manière décentrée, non plus donc au milieu de l'image comme dans les systèmes portiques, mais bien au-dessus pour libérer l'espace à l'intérieur de l'architecture. Et en plus, ce titre est entouré de guirlandes, donc il devient lui-même comme une espèce d'élément du paysage. Je dirais peut-être pour passer et laisser suffisamment de temps pour les questions, je dirais qu'il y a une vraie mutation plastique du frontispice qui engage un changement global de perception. Au cours du XVIIe siècle, le titre frontispice passe d'un mode d'exposition attaché à une mise en scène rhétorique de l'image au service du discours à un mode de visualisation qui absorbe le discours à l'intérieur de l'image. Donc je dirais que l'histoire du titre frontispice montre un bouleversement du rapport de force engagé entre le texte et l'image au sein du livre illustré.
incluse dans le titre, dans la page de titre, le rôle de l'image était de rehausser les données titulaires, d'allégoriser l'acte d'écriture, de magnifier l'auteur. Mais à partir de sa présence, elle s'impose progressivement, elle envahit l'espace du frontispice. Elle était un décor, elle était un élément de la disposition, elle devient un tableau. La dernière étape de ce processus, disons, d'imagement du frontispice, débouchant sur le détachement de l'image du livre en page indépendante, c'est-à-dire le moment où, dans le frontispice, n'apparaîtra même plus le titre, mais seule l'image sera conservée. C'est un changement d'orientation qui correspond au recul du modèle figuratif qui caractérise le livre humaniste du XVIe siècle. Donc un modèle de type allégorique, voire emblématique, qui cherche à convertir en symbole visuel le titre et son message. Encore une fois, dans ce premier modèle, l'image est soumise à l'ordre du discours. Or, le XVIIe siècle met en crise ce modèle. Du moins, elle le complique, elle l'opacifie. Et par là, elle opacifie aussi le processus de lecture au profit d'un usage beaucoup plus plastique, jusqu'à peut-être abandonner une conception rhétorique de la lecture. Alors peut-être un tout dernier exemple. Alors je vais essayer de passer mes images. Voilà. Un dernier exemple qui est emprunté à l'Énéide, traduite par Michel de Marolles, donc édition de 1662. Et peut-être on peut comparer, voilà, on va comparer avec une autre Énéide parue à Venise. D'un côté, un système de présentation compartimenté, fortement encadré, concentré, à gauche donc, qui installe la figuration dans des bornes géométriques. De l'autre, la mise en scène d'une vision de l'œuvre, à droite, la projection d'une rêverie. Et d'ailleurs, vous remarquez que pour donner toute son amplitude à cette vision, à cette rêverie, Chauveau a eu besoin de dégager le plus de place possible. Il y a une espèce de réduction à l'extrême du titre dans cette image, de façon à avoir le plus de place pour déployer le tableau principal et pour émietter ce tableau principal en images qui viennent encadrer le titre lui-même. Alors, je termine tout à fait par un dernier frontispice, si vous me le permettez. Un frontispice que Scarron avait commandé à Stefano della Bella pour l'un de ses ouvrages facétieux. Et vous voyez que là, le titre a complètement disparu, où il est dans cette édition-là, parce que parfois le titre n'apparaît pas du tout. Il est conservé vraiment en bordure, en marge extrême de l'image. Et pourtant, au milieu de l'image, il y a bien encore de l'écriture. Et ça correspond à Aetatis Suae, à l'âge de l'écrivain. Que voyons-nous ici? Nous voyons un grand carré de tissu, une espèce de Véronique, presque vierge, qui sert de dosseret au siège où se tient l'écrivain et qui cache l'écrivain qui est de dos. Cette scène figurée est celle d'un poète inspiré, mais traité à rebours, traité à l'envers. Les muses qui l'entourent, ressemblant à des maquerelles ou des prostituées. Le Pégase ayant cet air penché que vous voyez, voilà, vous voyez en haut de l'image. L'écrivain est paralytique, il est sur sa chaise, il est donc de dos, pas de portique, pas d'arc de triomphe, où le livre ferait son entrée solennelle. La scène octoriale est barrée par le linge tendu, par espèce d'écran, où se lit seulement l'âge de l'auteur et qui lui tient lieu peut-être comme d'épitaphe. Nous sommes en fait ici face à un contre-frontispice. Un frontispice qui se moque du frontispice, qui désacralise l'auteur, qui absente le livre, qui blanchit le titre. Un contre-frontispice qui serait le tombeau des frontispices, mais qui évidemment serait le meilleur des frontispices possibles. Parce que c'est un frontispice qui figure exactement ce que Scarron veut faire, ce qu'il veut faire avec l'écriture et ce qu'il veut faire dans le livre que nous allons lire. C'est-à-dire une expérience burlesque, inversée, qui en creux rappelle les normes pour s'en moquer et qui en creux donc rappelle en particulier les codes des frontispices qui prennent les livres exagérément au sérieux. Voilà, je vous remercie.